Bonjour, Jasmin. Ah, bonjour. Donc, on va demander à tout le monde de désactiver leur caméra web et leur micro, s'il vous plaît, pour la présentation. On va pouvoir les réallumer là, quand on va être dans la période de questions, s'il vous plaît. Donc, il est midi. Je ne sais pas si Christine, elle est là. Donc, Christine, peut-être juste me faire un petit coucou si tu es arrivée. Oui, je te vois. Parfait. Donc, avant de commencer, d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette conférence qui a changé un petit peu à la dernière minute. Désolée pour ce changement, mais merci énormément à Christine pour d'avoir accepté de présenter. Donc, je rappelle à tout le monde de désactiver leur micro et leur caméra web, s'il vous plaît, pour la présentation. Donc, la conférence d'aujourd'hui qu'on a le plaisir d'accueillir Madame Christine Blazer, intitulée Défavorisation matérielle et infection au SRAS-CoV-2, une exploration de leur association à l'échelle du Québec et des régions sociosanitaires et dans le temps. Donc, avant de donner les consignes et un peu vous présenter notre conférencière, il y a, comme vous le savez, Dr Soto et moi font partie d'un comité d'organisation pour le prochain congrès en épidémiologie et santé publique des associations d'Adelphes et d'Épiter, qui est un congrès était supposé de se donner au mois d'août l'année en 2020 et qui avait été reporté. Et je vais laisser la coprésidente du congrès, Madame Louise Alain, vous parler un peu d'une activité qui aura lieu dans près d'un mois. Je vais juste faire un partage d'écran. Louise, est-ce que tu es là? Bonjour. Est-ce que tu peux me dire si tu vois bien? Ah non, c'est pas cet écran-là. Un instant, ça sera pas long. Je vais la remettre pour partager la présentation. Donc, tu me dis si tu la vois bien. Oui. Excellent. Donc, je te suis. Merci de me donner quelques minutes, Mireille, là, pour rappeler à tout le monde, comme tu le disais il y a quelques instants, que le congrès qui était prévu l'année passée est reporté en 2022. On vous fournira au fur et à mesure là, les précisions, notamment la date, et on va reprendre essentiellement le programme qui était prévu. Ce qu'on a prévu comme comité scientifique, comité d'organisation, on trouvait que c'était un peu loin, hein, ce report-là. Donc, en attendant le congrès, on vous a concocté une activité qui est un symposium qui est sur 2 jours, qui a lieu le 19 et 20 mai, naturellement sur la COVID, qu'on ne pouvait pas passer à côté puis qu'on est en plein dedans. Donc, un symposium qui est virtuel, étant donné les circonstances, d'une durée de 2 heures, comme vous pouvez le voir sur le programme, avec 6 conférenciers de renom d'un peu partout dans le monde qui vont aborder 2 sujets principaux qui sont des impacts sanitaires sociaux sur la pratique et sur la pratique de la santé publique, de même que les enjeux éthiques et perspectives selon une seule santé pour l'épidémiologie de terrain. Donc, ce sont 2 demi-journées de 2 heures. Tu peux tourner l'autre diapo si tu veux, Mireille. Ce qui est important que vous reteniez, c'est que c'est une activité qui est gratuite. Par contre, contrairement à ce que je vous avais déjà mentionné dans un autre webinaire,
c'est qu'avant, on disait qu'il n'y avait pas d'inscription. Maintenant, on a prévu une inscription qui est requise et qui vous permettra de recevoir le lien pour vous connecter avec le symposium. Donc, à partir de demain, notre site Internet sera ouvert et vous pourrez vous inscrire. Il n'y a pas de limite pour l'inscription. Donc, ça va être merveilleux si on est 400 personnes le 19 et 20 mai pour assister à ces présentations fort intéressantes. Également, sont prévus des crédits de formation pour ceux qui le souhaiteront. Au coût de 35 $, vous avez toute l'information qui est prévue, qui est disponible sur le site Internet. Donc, 2 dates à bloquer à votre agenda. Et pour ceux qui sont plus curieux et qui voudraient aller plus loin, tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Donc, je vous invite à aller sur notre site Internet, qui est donc event4waves.com, FR comme vous avez à l'écran, epiter-adelph-2021. Vous allez avoir en détail le programme que je viens de vous montrer, la biographie des conférenciers, la date limite pour vous inscrire. En fait, c'est le 17 mai, 8 heures, le moment limite pour vous inscrire. Donc, au nom du comité scientifique et du comité d'organisation, nous convions donc à ces 2 journées-là. On a hâte de vous voir, on a hâte de vous rencontrer. Ce sera certainement pas juste des périodes de présentation, mais également des périodes d'échange où on pourra ensemble discuter de cet événement, de cette pandémie inhabituelle, inusuelle qu'on vit présentement. Donc, au plaisir de vous rencontrer à cet événement-là le 19 mai. Merci. Merci beaucoup, Louise. Oui, je vais mettre le lien vers le site Internet ou Louise, tu pourras même le faire dans le module conversation de la conférence. Donc, pour revenir à notre conférence d'aujourd'hui, donc je vais vous présenter Christine Blazard. Christine détient un doctorat en sociologie de l'Université de Montréal et une maîtrise en épidémiologie du London School of Hygiene and Tropical Medicine du Royaume-Uni. Elle travaille comme conseillère scientifique spécialisée dans l'équipe analyse de la santé et de ses inégalités sociales et territoriales à l'Institut national de santé publique du Québec. Elle est également professeure adjointe de clinique au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. À l'INSPQ, Christine a le mandat de développer un nouvel indice de défavorisation multiple et multidimensionnel. Pour sa version canadienne, elle anime un groupe de travail pan-canadien d'experts en mesure par indice et ses travaux sont toutefois interrompus depuis le début de la pandémie. Et elle est également la personne contact pour l'indice de défavorisation matérielle et sociale, donc l'indice Pampalon. Devant le manque d'informations sur les infections par la COVID-19 ainsi que sur ses manifestations plus sévères comme l'hospitalisation et le décès chez les groupes racisés et des populations défavorisées, elle vient de créer un indice de vulnérabilité sociale face à la COVID-19. Ces informations détaillées à l'échelle des aires de diffusion du Québec seront prochainement disponibles pour téléchargement sur le site Internet de l'INSPQ pour toutes les personnes intéressées. Donc, sans plus tarder, Christine, je te laisse la parole et le partage de ton écran. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Oui, excellent. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans le module conversation, mais vous pouvez aussi, là, on a une période, là, comme vous le savez, privilégiée à la fin de la conférence pour les questions de vive voix. Donc, ça serait toujours le fun de vous voir prendre la parole. Et donc, on va revenir. Christine, je te laisse y aller. Merci beaucoup. Merci d'être venu à cette présentation. Il me fait grand plaisir de pouvoir vous parler d'une exploration préliminaire sur cette association entre la défavorisation matérielle et l'infection par le virus de la COVID. Pour situer un peu cette recherche, je vous rappelle qu'au début de la pandémie, on a assez vite eu des rapports qui indiquaient que les personnes appartenant à des minorités visibles étaient plus affectées par la COVID, qu'il y avait 2 à 3 fois plus d'infections, d'hospitalisations et de décès. Ça venait surtout au début de l'Angleterre, ensuite des États-Unis aussi, puis on s'est évidemment demandé si c'était la même situation au Québec. Mais comme on ne collecte pas ce genre d'informations sur les cas, c'était difficile de répondre à cette question et nous avons cherché une manière d'approcher ce sujet avec les données disponibles. Et donc, le premier choix, c'était d'utiliser l'indice de défavorisation matérielle et sociale
dont je vous présente aujourd'hui la dimension matérielle. Donc, pour commencer, je n'ai pas de conflit d'intérêt à divulguer. Oups, j'ai sauté. Les objectifs de présentation sont donc de connaître les indicateurs qui composent la dimension de la défavorisation matérielle. C'est d'apprendre à interpréter les deux des mesures d'inégalité sociale, la différence et le ratio. C'est d'écrire l'évolution temporelle de l'inégalité et de connaître la variation de ces inégalités à travers les régions socio-sanitaires. Alors, je crois savoir que vous savez que l'indice de M. Pampalon couvre une défavorisation matérielle et sociale. C'est une mesure écologique et non pas individuelle, c'est-à-dire on attribue la caractéristique et on va voir ça tantôt, des personnes dans une aire de diffusion à un individu qui habite dans cette aire de diffusion. La dimension matérielle est composée de 3 indicateurs. Le premier, la faible éducation, ce sont les personnes sans diplôme d'études secondaires. Ensuite, le fait d'avoir un emploi, c'est le taux d'emploi qu'on utilise. Et la moyenne des revenus individuels de toutes sortes sur une année dans la population de 15 ans et plus, c'est le 3e indicateur. Il faut également savoir que les quintiles de défavorisation sont calculés dans une version nationale dans laquelle on inclut toutes les aires de diffusion au Québec pour les regrouper ensuite en quintiles, alors que dans la version régionale, on prend séparément les aires de diffusion dans chaque région socio-sanitaire pour ce regroupement. Elle est donc plus précise, plus sensible aux variations à l'intérieur de ce territoire. L'indice exclut les aires de diffusion qui ont beaucoup de personnes qui vivent dans des ménages collectifs, 85 personnes ou plus de 15% de la population, et les aires de diffusion qu'on appelle autochtones parce que souvent ils ne participent pas au recensement ou on a seulement quelques informations qui ne nous suffisent pas pour calculer l'indicateur. Ça, c'est devenu important dans les derniers mois quand l'indice a été plus souvent utilisé parce qu'il ne fonctionne pas quand on veut comprendre une éclosion dans un CHSLD pour savoir quelle défavorisation l'indice n'a pas été calculé pour ces endroits-là. Donc, une aire de diffusion, c'est la plus petite unité géographique pour laquelle Statistique Canada diffuse de l'information. Au Québec, c'est en moyenne 600 personnes. Oups, j'ai mal ajusté le chiffre, mais ça varie entre 0 et 10 000 personnes. Les mesures d'inégalité sociale de santé reposent donc sur le gradient des quintiles de la défavorisation matérielle qui est croissante du quintile 1 qui est celui des aires de diffusion qui sont le moins défavorisées au Q5 qui sont les aires de diffusion les plus défavorisées. Alors, l'inégalité absolue est calculée comme la différence entre les deux quintiles extrêmes, le Q5 moins le Q1. Et l'inégalité relative, c'est le ratio entre ces deux quintiles. Les analyses dans cette présentation couvrent la période de toute la pandémie du 1er mars 2020 au 28 mars 2021. La date d'extraction, c'était le 29 mars, donc les informations qui sont souvent corrigées rétroactivement sont tous à jour dans ces données-là. Ce matin, j'ai appris que la 3e vague a officiellement commencé le 21 mars, donc il y a une semaine de trop dans la vague 2 dans ma présentation. Sont inclus tous les cas de COVID qu'on a pu géolocaliser à leur adresse de résidence, ce qui sont 305 000 à peu près, mais on exclut les cas de COVID en milieu de vie dans les CHSLD, les hôpitaux, les prisons, etc., parce que l'indice de défavorisation ne s'applique pas. Et donc, il y a un total de cas analysés dans ces analyses de 271 091 cas. On va commencer par la situation au Québec. Alors, des quintiles, c'est des regroupements de 20 % et on voit l'inégalité quand
le taux de cas cumulatif ne correspond pas à ces 20%. On voit donc que dans les aires de diffusion les plus favorisées, on a seulement 17% du taux de cas, alors que dans le Q5, il y a 24%. Donc, ça, c'est quand on regarde la distribution du taux de cas à travers les quintiles. Quand on compare avec la moyenne du taux de cas au Québec, qui était à ce moment-là 3216 cas, on voit que dans le Q1, par rapport à cette moyenne, il y avait 18% plus de cas, alors que dans le Q1, il y avait 15% moins de cas. Présenté d'une autre manière, on voit clairement le gradient croissant avec la défavorisation croissante. On voit que la différence entre le quintile 5 et le quintile 1 en taux de cas cumulatif, c'est de 1114 cas. Et le risque relatif, donc le ratio entre les deux, est de plus 40%. Alors que quand on compare ça avec la moyenne au Québec, la différence, c'est de 590 cas et un surplus dans le ratio de 18%. Quand on distingue maintenant la vague, on voit dans la première vague, le ratio a augmenté jusqu'à 1,6, de 61% plus de cas dans le Q5 par rapport au Q1. Et dans la deuxième vague, ça a monté à 38% de plus. Encore la comparaison avec le Québec, c'est un peu plus bas. Il y a 26% de plus de cas dans le Q5 dans la première vague et 18% de plus dans la deuxième vague. Nous avons regardé la première vague, la deuxième vague. Regardons maintenant toute la période de la semaine 10 au début de la pandémie en 2020, en mars, jusqu'à la semaine 12 en mars 2021. Donc, on voit le gradient typique qui est que le quintile de défavorisation le plus bas, les plus favorisés, se trouve toujours en bas avec un taux de cas cumulatif plus faible et ensuite le quintile 2 sur le dessus, le quintile 3, etc. Donc, cette gradation, on voit dans ce graphique qu'elle est tout à fait linéaire en tout temps. La gradation est acquise à peu près 3 mois après le début de la pandémie. Au début, on va voir ça plus en détail après, il y avait encore un certain chevauchement, mais après 3 mois, le gradient est là. Il reste régulier pendant toute la période de l'été, avec un petit rétrécissement entre les quintiles un peu plus favorisés dans les semaines 38 à 46. Mais après, au début de l'année, les écarts commencent à nouveau à sérieusement augmenter. Donc ici, on voit le détail de la première vague. On voit donc que 3 mois après le début de la pandémie, 3 semaines après le début de la pandémie, pendant laquelle le Q1 avait un taux de cas incidents plus élevé que le Q5, il y a ici cette inversion. On voit qu'après, le gradient reste pareil pendant plusieurs semaines et que la baisse dans le taux de cas commence à peu près en même temps pour tous les quintiles, mais il y a une hésitation dans le quintile 5. Donc, on peut dire que l'urgence sanitaire instaurée le 13 mars profite d'abord aux personnes qui habitent dans les aires de diffusion très favorisées, parce qu'ici, ils peuvent ramener leur taux de cas, alors que ça continue à augmenter dans le Q5 et ça baisse un peu plus tard. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais. Pour la vague 2, on voit le même début encore avec un surplus du taux de cas incidents dans les AD plus favorisés pendant 3 semaines
une inversion où les personnes dans le Q1 peuvent à nouveau se mettre à l'abri et donc faire baisser le taux, alors que les personnes dans les aires de diffusion très défavorisées continuent à avoir des taux qui grimpent. Ensuite, on voit qu'à partir de Halloween, à peu près, les taux dans tous les quintiles augmentent selon une pente très raide, avec un petit rapprochement des quintiles 2, 3, 4, donc moyennement favorisés ou défavorisés, et puis une baisse qui est similaire, une pente similaire de décroissance du taux de cas après les mesures sanitaires instaurées avec la fin de l'année. Ce qu'il faut surveiller, c'est donc dans les 2-3 dernières semaines, cette augmentation à nouveau du taux de cas dans les aires de diffusion très favorisées. Ce qui, selon moi, pourrait indiquer donc le départ d'une nouvelle vague, parce qu'on va le voir plus en détail. Ça semble être un pattern qui se répète. Ici, on regarde donc pour la première fois une mesure d'inégalité avec, ici, c'est la différence entre un quintile et son quintile voisin. Alors, ce qui intéresse ici, c'est cette stabilité des écarts pendant la fin de la première vague et l'été, avec un petit rétrécissement ici de l'écart entre le Q5 et le Q1. Donc, c'est les Q5 qui ont augmenté leur taux et le Q1 a baissé, ce qui a ramené un peu l'écart. Ensuite, il y a cette légère augmentation avec le dépassement de l'écart dans le, ça c'est Q2 moins Q1, qui commence à augmenter cet écart, alors que ici, ça continue de la même façon à peu près. Mais il y a une augmentation de l'écart après Halloween à peu près dans toutes les comparaisons. Maintenant, le ratio. Donc, ça c'est toutes les semaines depuis le début de la pandémie. On voit que, comme on l'avait vu dans le détail, il y a d'abord un ratio plus petit que 1, c'est-à-dire il y avait un taux de cas plus élevé dans le Q1 comparé au Q5, mais qui s'inverse et qui devient donc plus grand que 1 après 3-4 semaines du début de la pandémie. Ensuite, ici, c'est le pic qu'on avait vu de 1,6 à peu près à la fin de la première vague, avec le ratio qui diminue légèrement en été, plus fortement au début de la deuxième vague, mais on remarque que le ratio ne baisse plus jamais en dessous de 1,2. Donc, il y a en tout temps plus de 20% de cas dans le Q5 comparé au Q1. Et à partir de, ça c'était à peu près Halloween, je pense, ou 2 semaines après le début du défi 28 jours en octobre, il y a une augmentation à nouveau du ratio parce que les personnes dans les AD très favorisées peuvent rester à la maison, faire du télétravail, alors que les travailleurs essentiels continuent à attraper des infections, probablement en lieu de travail ou selon des éclosions différentes. Ce que je vous ai montré ici, c'était donc le taux cumulatif, mais si on regarde le taux incident, on voit cette inversion des ratios au début de toutes les périodes. Donc, au début de la première vague, un ratio plus petit que 1 qui monte et qui devient plus grand que 1. Même chose au début de l'été, au début de la deuxième vague. Et ici, juste après Noël, on l'a vu aussi, il n'a pas baissé en dessous de 1, mais il y avait quand même une baisse et puis une remontée de ce taux. Ce qui semble indiquer que souvent, le début de la vague est caractérisé par un surplus de cas
de taux de cas dans les quintiles plus favorisés qui ensuite mène à une augmentation dans les quintiles plus défavorisés. Maintenant, la situation dans les régions socio-sanitaires. Dans la première vague de la pandémie, les cas apparaissaient surtout à Montréal et dans sa couronne. On a donc utilisé un regroupement territorial de la RSS de Montréal, sa couronne, ce qui inclut Laval au nord, Montérégie au sud. Il y avait quelques régions, les RLS réseaux locaux de services en Lanaudière, il me semble. Et donc, et le reste du Québec. Ce qu'on voit ici, donc, dans la première vague, dans la RSS de Montréal, il y avait un gradient assez fort déjà dans les quintiles de défavorisation, mais le gradient était encore plus raide dans la deuxième vague. Mais ce gradient-là est absent dans la couronne de Montréal. On le voit très légèrement ici, c'est une question d'échelle aussi, évidemment. Et dans la deuxième vague, on commence à le voir dans le reste du Québec. On voit d'ailleurs ici pourquoi en été, je ne fais pas vraiment les analyses parce qu'il y avait des taux de cas très faibles et calculer des ratios en plus à ce moment-là, ça donnait des résultats. Pardon? Ça donnait des résultats peu fiables qu'on ne voulait pas analyser davantage. Donc, dans la deuxième vague, on peut aller étudier le profil dans chaque région socio-sanitaire. Ici, j'ai voulu montrer que, d'une part, quand on calcule le ratio ou la différence entre le Q1 et le Q5, on ignore ce qui se passe dans le Q2, Q3, 2, 3 et 4. Donc, ici, on voit qu'il y a un dépassement. Parfois, il y a vraiment une irrégularité et pas vraiment un gradient très clair. Donc, il faut garder en tête avec ces analyses et ces mesures d'inégalité qui concernent les groupes extrêmes qu'on ne prend en considération que 40%, 2 fois 20% dans les quintiles de la population, mais qu'on n'étudie pas les 60% à l'intérieur des Q2 à 4. Il y a d'autres mesures d'inégalité pour étudier ça, mais on n'était pas rendu là avec ces analyses exploratoires où on voulait surtout voir si on trouvait des résultats qui valaient la peine d'être creusés. Ce qu'on voit aussi ici, c'est que l'image du début pour le Québec varie selon la région socio-sanitaire. On avait l'impression que donc il y avait 40% plus de cas dans le Q5 au Québec, mais ce n'est pas vrai dans toutes les RSS. Par exemple, dans la deuxième vague, dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, le ratio est inversé. Capitale-Nationale, il est à nouveau dans le sens qu'on s'attend. Ici, il y en a en Mauricie, Centre-Québec, il n'y a presque pas de différence. Alors qu'en Estrie, dans la deuxième vague, il y a un gradient très prononcé. Abitibi et Côte-Nord, où il y a des taux de cas assez faibles, il y a aussi donc un gradient assez prononcé. Quand on regarde le ratio des taux dans les trois régions, trois regroupements géographiques pendant la première vague, c'est ça? 12. Parce que maintenant, il faut toujours faire attention. À la semaine 12, elle existe 2 fois, oui, c'est vrai. Donc, première vague, on voit en plus que le ratio, qui était donc pour l'ensemble du Québec d'à peu près 38% de surplus dans le Q5, il varie énormément selon la région. À Montréal, il y avait un pic avec un ratio de presque 700%, donc 7 fois plus de cas dans les régions, dans les aires de diffusion très défavorisées. On voit que le ratio dans la RSS de Montréal n'a jamais baissé à plus de 3,5 fois de cas de plus.
Dans la couronne de Montréal, le ratio est généralement plus grand que 1 aussi. Après 2 semaines après le début de la pandémie, ou si on la commence à la semaine 10, à peu près 4 semaines plus tard, avec un pic qui montait jusqu'à 2, mais généralement, c'est plutôt autour de entre 1 et 1,3. Dans le reste du Québec, le ratio est encore plus faible, mais dans la deuxième moitié de la première vague, il commence à augmenter. Il atteint aussi à peu près 1,3, 1,4, 5 à certains moments. Mais l'important ici, c'est vraiment de reconnaître que cette énorme inégalité qu'on observe, qui me semble énorme, avec presque 40% de plus de taux de cas dans le Q5, ça vient essentiellement de la RSS de Montréal. Quand on inclut maintenant, pour comparer les RSS qui ont un taux de cas assez important pour qu'on puisse se prononcer sur leurs résultats, alors tous ceux qui avaient moins de 100 cas par 100 000 personnes dans un des quintiles, je les ai exclus ici. Mais donc, quand on compare les autres, on voit à nouveau, donc première vague, Montréal, avec presque 3 fois plus. Donc ça, c'est à la fin de la vague. Le pic de 7, on avait vu, c'était une semaine spécifique, mais à la fin de la vague, on avait presque 3 fois plus de cas dans le Q5. Mais Montérégie et Laval avaient un taux plus important de cas dans le Q5 aussi. Quand on compare avec la deuxième vague, c'est toujours les mêmes 3 RSS qui avaient des taux élevés. On voit par contre aussi qu'il y a des RSS où, et dans la première vague et dans la deuxième vague, le ratio est plus petit que 1. Alors, dans les Laurentides et en Lanaudière, dans les deux vagues, le ratio était toujours l'inverse de ce qu'on s'attend, de ce qu'on connaît de la littérature en déterminants sociaux. Mauricie, Centre-du-Québec, Gaspésie, Outaouais sont assez proches d'une égalité. Pardon. Donc, on voit là aussi la variation à travers la vague et à travers les RSS. Quand on regarde maintenant par semaine, parce que nous avons vu avant qu'un chiffre à la fin d'une vague ne montre pas vraiment le mouvement des quintiles à travers les semaines. On voit donc ici les deux RSS où il y avait un taux très élevé en défaveur des personnes dans les quintiles 5. On voit qu'à Montréal, donc cette graduation dans la deuxième vague est très claire. L'ordonnancement de ces quintiles est très clairement avec toujours le Q1 en bas, suivi par le Q2, 3, 4, avec le Q5 par-dessus, avec un taux de cas beaucoup plus élevé. Alors qu'à Laval, où il y avait quand même 37% de plus aussi de cas dans le Q5, on voit qu'au début, en sortant de l'été, il y avait à peu près le même taux dans tous les quintiles. Au début, donc, il y avait quelques pics dans le Q5, mais il y a des moments aussi où il y avait à peu près pas de différence. Ici, il n'y a pas de différence entre les Q1 à 4, mais avec à nouveau un taux très élevé dans le Q5. Même chose ici, puis en sortant de la vague, plus en 2021, donc on voit la gradation plus typique avec le Q1 en bas, le Q5 en haut, mais avec cette variation, une semaine, 2 semaines, c'est en haut, après ça baisse, ça se rapproche, etc. Donc, le patron, l'évolution de ces inégalités à travers les semaines dans les RSS ne se ressemble pas toujours. Si maintenant nous regardons deux RSS où le ratio était plus petit que 1, par exemple dans les Laurentides, on voit que c'était le cas à partir de la semaine 39, il y avait toujours plus de cas dans les quintiles 1, 2 et moins dans le quintile 5.
jusqu'au début de l'année où ça se ressemble pas mal. Alors qu'en Lanaudière, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un surplus de cas au début de la deuxième vague qui commence officiellement la semaine 36 ici. Donc, il y avait un surplus dans le Q1, Q2. Ensuite, des pics dans les Q5, Q4, Q5. Ensuite, un petit rapprochement et ensuite une inversion à nouveau avec beaucoup plus de cas dans les aires de diffusion favorisées qui baissent rapidement aussi pour se rapprocher ici des autres quintiles. Donc, tout ça pour montrer qu'il y a une variation dans l'évolution à travers les vagues, à travers les régions, à travers les semaines et qu'on ne peut probablement pas faire un portrait de ce qui se passe au Québec en général. Il faudrait vraiment aller voir. Là, j'ai une dernière diapositive où on regarde le ratio parce qu'on a essayé d'expliquer ces variations. Donc, on voit le ratio ici dans les RSS sélectionnés qui sont Capitale-Nationale, Montréal, Outaouais et Laval, où les ratios vont essentiellement de 1 à peu près 3 avec ce pic ici. Et ces RSS sont caractérisés par une population plutôt urbaine et sont plutôt populeuses. Donc, au début, on avait cette hypothèse que c'est là qu'il y a plus d'infections qui affectent plus les personnes dans les Q5 et que donc on pourrait regrouper des RSS et avoir un profil de ce type de RSS. On a comparé ça à des RSS qui sont plutôt rurales et peu peuplées, Saguenay, Mauricie, Chaudière-Appalaches et Lanaudière. Mais même là, on voit qu'avec le temps, vers la fin de l'année puis au début de l'année, il y a ces pics qui peuvent monter à presque un ratio de 3 aussi. Ça baisse à nouveau, mais ça augmente et c'est parfois une des RSS, parfois c'est une autre, etc. Alors, l'hypothèse n'est plus si claire. Probablement que les pics traduisent des éclosions à des lieux spécifiques et que donc il faudrait, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ici, superposer les éclosions et savoir quel était le milieu de l'éclosion pour essayer d'évaluer si c'est typique de la population dans la RSS ou c'est une anomalie ou un phénomène spécifique à un endroit. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce moment-ci de ces analyses? En général, on peut dire que comme on l'a vu ailleurs dans le monde, le fardeau du taux de cas de COVID est plus élevé dans les aires de diffusion très défavorisées ou graduellement plus défavorisées. Mais on a aussi vu qu'il y a une variation importante selon la région socio-sanitaire et dans le temps. Donc, plus on va dans les détails, on creuse, et géographiquement et temporellement, on voit qu'il y a des variations et que le portrait n'est pas aussi simple comme pour dire c'est toujours les personnes qui habitent dans des endroits plus défavorisés qui sont plus affectées. On a également vu qu'au début des vagues, il y a une augmentation du taux de cas dans les Q1 qui mène ensuite 3-4 semaines plus tard à une inversion qui va au détriment des personnes dans les Q5 et cette inversion reste stable pendant des semaines et des semaines. Probablement, ça c'est relié avec les mesures sanitaires qui affectent d'abord positivement les personnes dans les aires de diffusion plus favorisées, avec un décalage de 3-4 semaines avant d'avoir un effet dans les autres aires de diffusion. Donc, comme je l'ai déjà expliqué un petit peu, il faut faire attention aux généralisations. D'abord, dans les mesures d'inégalité, la différence et le ratio ne traduisent pas le gradient en entier, ne représentent pas toute la population.
Donc déjà là, on ne regarde que les groupes extrêmes. Ensuite, quand les données sont trop agrégées, géographiquement par exemple, en parlant de la province du Québec ou temporellement, quand on fait une mesure à la fin d'une vague ou pour toute la pandémie, on fait abstraction de variations importantes qu'il faudrait mieux comprendre avant d'arriver à un portrait aussi général. Et finalement, c'est moins le cas maintenant, mais quand j'ai fait la présentation la première fois à la fin décembre, il y avait plus de régions encore avec des taux de cas pour 100 000 de moins de 100. Alors là, facilement aussi, surtout quand on regarde par quintile et par semaine, on a une variation importante parce qu'il y en a juste un chiffre qui change de 2 ou de 3. Alors, il faut aussi savoir quand on peut interpréter les données. Donc ça, c'était une première exploration de ce sujet et je pense que je n'ai pas expliqué au début comment on est arrivé de ailleurs dans le monde. Ce sont les minorités visibles qui sont plus affectées par les infections, les hospitalisations et les décès. Et nous, on fait l'analyse avec un indice de défavorisation matérielle. En fait, de ce qu'on connaît de ces minorités visibles très affectées, des travailleurs essentiels, souvent au Québec, des préposés aux bénéficiaires, ils sont probablement aussi matériellement défavorisés. Et donc, on s'est dit, si on ne peut pas étudier les caractéristiques de minorités visibles de ces cas-là, on va essayer de s'approcher en regardant la défavorisation matérielle. Mais donc, dans une prochaine étape, il faudrait d'abord creuser la question des inégalités localement et aller encore plus dans le détail pour voir dans quelle municipalité on a ces grandes inégalités ou pour Montréal, dans quel quartier. Je sais que la direction régionale de Montréal a fait ce genre d'analyse et on le voit bien que c'est certains quartiers qui sont beaucoup plus affectés que d'autres. Après, on peut étudier les caractéristiques de ces municipalités et les quartiers pour mieux comprendre le profil des personnes affectées et donc pour mieux faire ressortir les déterminants sociaux qui font en sorte qu'ils sont plus affectés. Ensuite, dans cette présentation, on a juste regardé la défavorisation matérielle, mais il faudrait évidemment regarder les caractéristiques populationnelles, par exemple le statut d'immigrant, le statut d'autochtone, la minorité visible, les groupes ethniques, peut-être pour les déterminants socio-économiques, aller plus dans le détail. Est-ce que la personne travaille à temps partiel? Est-ce que c'est une personne à son compte qui fait qu'elle ne peut pas arrêter de travailler ou faire du télétravail, etc. Il y a des facteurs liés à l'environnement bâti et naturel qui sont sortis dans la littérature aussi comme facteurs qui affectent de façon différente les populations selon le lieu où ils habitent. Et les populations défavorisées sont souvent habitent souvent à des endroits où l'environnement bâti et naturel est défavorisé aussi. On pourrait regarder l'utilisation du transport en commun comme un facteur explicatif, ou probablement moins au Québec, mais aux États-Unis, c'est ressorti comme un facteur l'offre de services de santé, de bien-être, l'accès au réseau de la santé, ou simplement la distance aux hôpitaux, ou autrement aussi la distance au parc et aux installations récréatives où les gens sortent et peuvent s'infecter. C'est des facteurs qu'on pourrait étudier comme autant de vulnérabilités potentielles face à l'infection par la COVID. Ensuite, il faut prendre en considération que ces vulnérabilités se manifestent généralement dans les mêmes groupes sociaux. Il y a une accumulation, une intersectionnalité de ces caractéristiques qui se chevauchent dans un même espace. Alors, quand quelqu'un donc a un faible revenu, il habite à des endroits où les loyers sont pas chers, où les logements sont plus insalubres, où il est obligé d'utiliser le transport en commun, c'est plus loin pour aller à un hôpital. Enfin, il y a ce genre de cumul.
Alors, le développement d'un indice de vulnérabilité sociale, c'est ça qu'il vise à faire, de regrouper les différents déterminants sociaux selon les sensibilités, des caractéristiques populationnelles d'une part, et d'autre part, selon des expositions potentielles au virus dans des contacts à l'intérieur et à l'extérieur, pour justement pouvoir creuser plus cette question, quel type d'inégalité, donc une inégalité dans quel déterminant social on observe, quel cumul on observe et où est-ce que ça se situe. Donc, c'est cet indice qui devrait être publié dans les prochaines semaines. Avec ça, j'ai terminé ma présentation. Et je vais arrêter le partage et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Christine. Il y avait eu plusieurs questions dans le module conversation. Je commencerai peut-être avec la question de Réjean qui se demandait si l'excès, dans le fond, constaté au début des vagues dans la Q1 peut être lié aux voyages internationaux, dont des cas importés et ceux... attends, c'est la première question? Oui. Et ceux secondaires, liés à ceux importés. Oui, ça, c'était surtout au début de la première vague, c'était ça ce que tout le monde a donné comme explication. Je suis allée voir précisément le quintile des tout premiers cas dans les semaines, déjà, je pense que le premier était à la semaine 7 à peu près. Et cette personne habite dans un quintile 4. Elle venait de l'étranger, elle avait fait un voyage effectivement. Mais ça, c'est au début, on est dans un cas un jour, 2 cas l'autre jour, et après, on tombe très vite dans une augmentation de semaines 10, 11, etc. Je pense que cette hypothèse, elle a fait un voyage. Donc, oui, c'est les voyageurs, mais ce n'est pas uniquement des voyageurs favorisés qui ont apporté le virus au Québec. Super, merci. Je vais alterner avec une question parmi les participants. Je vois la main levée de Dr. Soto. Oui. Bonjour Christina et merci beaucoup de la présentation, c'est excellente ce que tu as fait et que tu pointes vraiment sur un sujet que je pense doit intéresser à tous les épidémiologistes et professionnels de santé publique. Et précisément en lien avec la dernière question, je trouvais très intéressante de la première vague la coupure, que c'est la différence, le quintel 5 des autres quintels, précisément coïncide presque au moment qu'on a mis les confinements, donc qui a été très sévère pour le Québec au départ. Donc les gens défavorisés sont obligés aussi à se confiner dans où il y a des facteurs de vulnérabilité, comme tout bien dit à la fin, le type de logement, le nombre de personnes qui sont associées. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu suis la deuxième vague, et pendant l'été, il y a une inversion aussi, en que tu vois plutôt les favorisés qu'un plus. Bon, et les mesures de type non pharmaceutique qui ont été appliquées deviennent beaucoup plus souples selon les régions. Donc, les gens qui ont plus de pouvoir sont ceux qui sortent plus et qui s'exposent beaucoup plus. Mais les pauvres restent toujours un peu plus dans son milieu. Donc, je pense qu'effectivement, ton étude ouvre une perspective approfondie. Et un dernier commentaire peut-être est à niveau de regarder comme tu bien as dit, certaines régions, comme Montréal par exemple, a été vu pour des quartiers, mais regarder pour réseaux locaux de services. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait peut-être voir un peu plus clair où est-ce que se situe le niveau défavorisé par rapport à la COVID. Mais c'est très intéressant ce que tu as fait, vraiment c'est très bien. Félicitations. Merci. On avait, donc en décembre, quand on a regardé ça pour la première fois, on avait l'hypothèse que pendant l'été, les personnes favorisées sont allées, parce qu'on ne pouvait pas vraiment voyager loin, sont allées dans les régions plus bucoliques, plus rurales, et on l'a infecté les travailleurs essentiels en faisant leur épicerie ou en louant, je ne sais pas, un bateau ou quelque chose.
et que c'est eux qui auraient donc parti la vague dans ces régions-là. Peut-être que les données actuellement sont... Il faudrait aller voir encore plus en détail ça. Je trouve que plus on ajoute de données, plus le portrait devient confus à nouveau et probablement, comme vous dites, les mesures sont si variées maintenant et ne touchent pas tout le monde de la même façon que ça devient moins clair. Merci beaucoup. Je passerai à la prochaine question. J'ai aimé Kazadi qui se demande, dans les régions éloignées, les aires de diffusion sont larges. Est-ce que cela influencerait la variabilité, tendance observée dans les gradients des quintiles? Oui, ça se peut parce que c'est une question de densité de la population, ce qui va être un des indicateurs dans l'indice de vulnérabilité. Juste une aire de diffusion large n'explique pas tout parce que si tout le monde habite dans le même village, ça peut être aussi densément peuplé qu'un quartier favorisé de Montréal. Mais c'est la densité de la population dans l'écumène où ils habitent ensemble qui va influencer ça. C'est à étudier. Parfait. Je vais continuer avec les questions du chat, mais n'hésitez pas à lever votre main si vous voulez prendre la parole. Il y a ici Rainer Banken qui avait des questions sur, elle se demandait si vous aviez des hypothèses sur la contribution des catégories d'emploi comme les préposés aux bénéficiaires, mais je pense que tu l'as expliqué à la fin de ta présentation. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter. Dans l'indice de vulnérabilité, il va y avoir deux indicateurs qui regroupent l'industrie à risque et la profession à risque. C'est très difficile j'utilise les données du recensement, donc c'est pas si granulaire que ça. Donc, il faut les regrouper beaucoup. Donc, on va par le secteur de la santé, le secteur de commerce de détail, etc. Il faut regarder ça comme ça. Je n'ai pas encore le résultat. J'ai juste développé l'indice, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Parfait. Il y avait une question parmi les participants. Je vais juste... Madame Nathalie Dubé, donc vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Ah, vous l'aviez ouvert, vous l'avez fermé. Oui, on vous entend, je pense. M'entendez-vous? Oui. Excellent. Désolée, bon, voilà, merci. Non, je pense que ça s'est recoupé. Attends, je vais essayer de vous l'ouvrir. Ah non, je peux pas vous désactiver. Il faudrait que vous le repayez. Oui, maintenant vous avez désactivé. Bon. Oui. Désolée du contretemps. Alors, bonjour, Madame Blazer, ça me fait plaisir. On s'est déjà parlé au sujet de l'indice de défavorisation et son manque de fiabilité pour des régions rurales, dont celle de la Gaspésie des îles. Alors, on a fait certains travaux au début des années 2010, dans la décennie 2010, et on a mis en évidence les limites de cet indice-là dans le monde rural. Alors, je reviens sur la question du monsieur au sujet de la densité de population en milieu rural. C'est pas tellement ça qui est le problème, je pense, avec le monde rural, c'est que les aires de diffusion, ce fameux postulat à la base de cet indice, c'est qu'il faut que les aires de diffusion, que les gens qui habitent dans cette même aire de diffusion, généralement composée d'environ 600 personnes, comme vous l'avez bien dit, eh bien, il faut que ces personnes-là partagent à peu près les mêmes conditions socio-économiques. Le but de cet indice-là étant d'attribuer la défavorisation de la collectivité à un individu. Or, dans le monde rural, il faut y vivre pour le savoir, les gens ne se regroupent pas sur la base de leur niveau socio-économique, ce qui fait qu'on se retrouve avec des aires de diffusion relativement hétérogènes. Alors, le postulat à la base de l'indice, de l'attribuer à des individus, et tient moins la route. Alors, donc, il faut être prudent à ce niveau-là. Ce que ça fait en sorte que c'est que ça atténue les écarts, si écart il y a, par exemple, quand on étudie, par exemple, dans ce cas-ci, la COVID. Mais un autre problème important avec notre indice en milieu rural, c'est qu'il est attribué sur la base des codes postaux parce que c'est généralement sur cette base-là qu'on l'attribue. Or, en milieu rural, un code postal peut couvrir 7-8 AD différentes. Alors, dans ces situations-là, on se retrouve à attribuer de manière aléatoire l'aire de diffusion à la personne qui a la COVID dans ce cas-ci.
Et là, cette attribution aléatoire-là, dans le monde rural, se fait en général autour de 50% dans les fichiers administratifs comme dans les enquêtes populationnelles. Alors, voyez-vous que si on attribue aléatoirement une aire de diffusion à un individu, on y attribue donc aussi aléatoirement son quartile de défavorisation. Alors, une personne qui peut, comprenez-vous, donc là, on vient encore une fois atténuer et assombrir, si on veut, la qualité de cet indice-là, et ça joue beaucoup sur sa reproductibilité. Alors, il faut être prudent. Nous, on a eu la chance à une certaine année dans le fichier des décès d'avoir 2 attributions aléatoires pour cet indice-là dans notre fichier. Et puis, on s'est retrouvé avec des résultats complètement différents, uniquement parce que l'attribution aléatoire n'avait pas donné les mêmes résultats au niveau de l'attribution des aires de diffusion et donc de la défavorisation de ce 50% de notre population. Alors, donc, petit bémol sur les résultats que vous venez de nous présenter pour les régions rurales. Je parle pour la Gaspésie, mais je pense qu'on pourrait généraliser à l'ensemble des régions rurales du Québec. Absolument. Et votre commentaire, on le reçoit d'autres RSS aussi. Vous avez absolument raison. Nous sommes conscients de ça. Et on veut étudier cette présumée homogénéité dans une aire de diffusion, mais c'est pour ça qu'on a besoin de données encore plus fines que StatCan ne nous donne pas, mais on veut voir si c'est pas avec StatCan qu'on pourrait évaluer ce postulat d'homogénéité qui n'a pas vraiment été étudié pour le Québec. Pour les codes postaux, vous avez raison, ça c'est le cas quand on utilise le code postal donc pour faire la jointure, mais dans ce travail, on avait l'adresse précise avec le numéro d'appartement et tout même, et les cas ont été géolocalisés, donc on n'a jamais dû passer par le code postal. Excellent, ben ça c'est une très belle nouvelle, mais le postulat d'homogénéité continue de poser problème malgré tout. Et probablement même en ville, vous savez. Probablement, mais c'est sans doute moins vrai parce qu'il est plus fréquent de se retrouver. Les aires de diffusion sont, je pense qu'en milieu urbain, probablement qu'ils respectent plus les quartiers et donc les gens se regroupent davantage sur la base. Quand tu passes dans une rue à Montréal, la plupart des gens ont à peu près le même niveau de vie, alors que les aires de diffusion aussi, il faut savoir, qui ont été changées en 2006, le découpage n'est plus le même et là, ils sont plus du tout représentatifs même des secteurs d'habitat. On se retrouve, pour vous donner une idée, pour ceux qui connaissent la Gaspésie, on a une aire de diffusion, nous, qui chevauche l'ensemble du parc Forion. Alors, les gens qui habitent du côté nord de la Gaspésie, donc à L'Anse-au-Griffon, par exemple, ou à Cap-des-Rosiers, pour les gens qui connaissent la Gaspésie, ils se retrouvent dans la même aire de diffusion que les gens qui vivent à Cap-aux-Eaux, de l'autre côté du parc. Alors, ces gens-là, ils n'habitent pas du tout ensemble. Ils ne partagent pas du tout la même vie, alors qu'ils sont regroupés dans cette même aire de diffusion. Donc, les aires de diffusion ne font pas beaucoup de sens non plus sur le plan de la vie en communauté. Merci beaucoup. Excuse-moi, il y avait ma sonnerie qui a sonné à la maison. Donc, merci pour ce commentaire. Il reste encore juste 3 minutes. Je vais prendre une question de Alexandra Blair qui se demande pour les analyses régionales, pouvez-vous revenir sur les mesures de quintile? Est-ce que les caractéristiques de revenus, d'éducation, etc. du quintile de type 1 ou de type Q1 ou Q5 à Montréal est différente du quintile type Q1 ou Q5 en Lanaudière ou autre région? Donc, je me demandais si l'écart d'inégalité sociale, c'est-à-dire, par exemple, l'écart du revenu moyen entre le Q1 versus Q5 à Montréal versus la Lanaudière vont influencer les inégalités mesurées en incidence de la COVID-19. Alors, pour la faible éducation, c'est la proportion de la population avec une faible éducation. Pour le taux d'emploi, c'est le taux d'emploi. Pour le revenu, c'est la moyenne du revenu qui, oui, peut évidemment varier d'une AD dans une RSS
à une autre. C'est pour ça qu'on calcule une version nationale où cette variabilité est très grande et des versions régionales. On a des versions même pour les territoires de CLSC. C'est juste que je l'ai pas utilisé ici, mais on essaye de minimiser cette variation. Mais oui, c'est possible. En même temps, si après, on regroupe les résultats de chaque aire de diffusion dans une région par quintile, on les regroupe quand même à nouveau, ça devient assez grossier. Alors, le chiffre même de la moyenne du revenu n'est pas le même, mais le principe de cette gradation en quintile, ça reste. Super. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre la main? Il nous reste 2 minutes. Sinon, j'aborderai la question de Grégory Leblanc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main sinon? Je ne vois pas de main, donc je fais la question de Grégory. Il se demandait pourquoi que le gouvernement n'a pas décidé de ramasser les informations sur les indicateurs de vulnérabilité comme en Angleterre. Est-ce qu'il y a des plans de recontacter les personnes COVID positives pour ramasser ces informations? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça. Moi, j'aimerais avoir ces informations. On avait milité pour l'inclusion de questions dans le questionnaire de suivi, de contact tracing. Et ce questionnaire est déjà long. Les gens il y a énormément de contacts à contacter. Ce n'était pas la place pour ajouter des questions. Le gouvernement du Québec collectait des informations à grande échelle. Ça prend quelque chose comme un recensement. C'est probablement pas dans les cartes pour l'immédiat non plus. On aurait aimé, mais on fait du mieux ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tout à fait. Écoutez, il est déjà 13 heures, donc je ne vais pas vous retenir. J'ai affiché le lien vers le questionnaire d'évaluation dans le module conversation et vous pouvez également le retrouver sur la plateforme web. Pour ce qui est de la présentation et de l'enregistrement, donc la conférence a été enregistrée, mais j'attends le OK là, de Christine pour vous envoyer le tout, étant donné que les données n'ont pas été encore publiées, mais quand ils le seront, je vais les déposer sur la plateforme. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir vos crédits de formation continue, vous devez absolument compléter le questionnaire d'évaluation. Et pour les nouveaux, parce qu'on a eu quand même plusieurs nouveaux membres, donc on a des conférences web planifiées là, jusqu'en juillet. Donc, juste pour vous laisser savoir que vous pouvez aller voir là, dans la documentation sur la plateforme, le programme y est. Également, si vous avez des questions sur l'utilisation de la plateforme, il y a même un petit guide d'utilisateur dans la section 1 de la documentation et vous pouvez toujours me contacter si vous avez des questions. Quelqu'un me demande, avez-vous dit en début du webinaire à quelle date la présentation? Ah oui, donc dans le fond, la présentation qui devait avoir lieu aujourd'hui, malheureusement, la conférencière ne pouvait pas la donner, donc elle n'a pas été reportée pour le programme de cette année. Je vais y revenir pour voir si elle est d'accord de présenter peut-être dans la prochaine programmation, donc celle qui commencerait essentiellement en septembre prochain. Je termine en vous remerciant, Christine, pour cette belle présentation et vraiment là, de votre disponibilité, de votre temps et tout le beau travail que vous avez réalisé. On a très hâte de voir le fruit de vos travaux. Donc, au nom de tous les membres, je te remercie. Ça m'a fait plaisir, merci. Bonne après-midi à tous. Au revoir. Bye bye. Merci, au revoir.